Alors Jacques Froidevaux du collectif Conquer Replomb, on travaille dans l'image. Des images déclinées en cartes postales, en livres, en pièces de théâtre, en film. Des images qui sont des photomontages pour l'essentiel. C'est un collectif? Oui, c'est un collectif à géométrie très, très variable. On est 3 à la base, après on se sépare. Des fois on est 1,5 de chaque côté, des fois 2, des fois on est, je sais pas, on se multiplie, puis on se divise. Et l'exposition que vous présentez aujourd'hui, c'est vos œuvres personnelles ou c'est des œuvres que vous avez réalisées au sein du collectif? Non, c'est des œuvres personnelles. L'exposition découle de l'affiche. Au départ, j'étais sollicité pour l'affiche, puis on est arrivé à cette expo à la Galerie Miette. Ouais. Comment tout ça a commencé? Tu peux filmer? Voilà. Ça a commencé par deux frangins, puis un copain d'école qui faisait des fanzines polycopiées à 12 ans, voilà, puis qu'on continuait de se revoir. Et puis tout à coup, à un moment donné, on s'est retrouvés au même moment, à la même place, avec du temps à disposition. Et puis ça a commencé de marcher. Mais je sais pas, il y a un style qui s'est imposé petit à petit. Comme je disais, il n'y a pas de plan de départ, mais on a mis une maison ici, une autre là, ça commence à faire une sorte d'ensemble un peu étrange. C'était un perpendiculaire de quoi que tu as dit que vous aviez tout à l'heure? J'ai dit qu'on fonctionne dans un monde un peu parallèle, mais aussi perpendiculaire, parce qu'on le retrouve. C'est une phrase qui veut absolument rien dire. Ah ouais. Et au fond, Au fond, ça c'est une bonne question. Vous avez une sorte de distraction, envie de sortir, comme je disais, des rails. Voilà. Enfant distrait qui regarde les nuages, les oiseaux, qui oublie de mettre son pantalon pour aller à l'école, qui se cogne à la porte. Et puis qui a de la peine à prendre les choses au sérieux. C'est peut-être la chose importante, c'est une petite dérision.
l'OIP, c'est le groupe d'information sur les prisons. C'est un groupe assez informel qui a été créé, on va dire, ou pensé notamment par Michel Foucault dans les années 70 et avec un certain nombre de jeunes sociologues, philosophes très engagés à gauche, certains maoïstes, et qui avaient pour but, en fait, qui s'est donné pour but de faire entendre ce qui se passait dans les prisons. Donc il y a une loi anti-casseurs qui est passée dans les années 70, après les événements de mai 68, et en fait il y a un certain nombre de gauchistes qui se retrouvent en prison et qui découvrent en fait que finalement il y a un impensé au niveau de la gauche et de l'extrême gauche qui s'est occupé voilà, des ouvriers, des étudiants, des femmes, des immigrés, mais finalement qui n'a pas du tout pensé les prisonniers. Et en fait, en étant eux-mêmes incarcérés, finalement, ils se rendent compte qu'il y a... Enfin voilà, il y a une population là qui est extrêmement vulnérable et totalement invisibilisée, et à partir de là, voilà, un certain nombre de ces intellectuels ou de ces militants de gauche vont penser qu'il faut aussi agir par rapport à ce qui se passe dans les prisons. Mais Foucault d'emblée dit on ne fera pas une commission d'enquête, et c'est lui qui propose que ce soit un groupe d'information sur les prisons et que l'on recueille du savoir des détenus eux-mêmes, et qu'on trouve des manières de faire entrer l'information dans les prisons. Il y a un mouvement conjoint qui petit à petit va émerger dans les prisons. Ce que recueille comme type de témoignage le GIP, c'est vraiment des choses extrêmement graves qui se passent dans les prisons. Et du coup, dans les prisons, il y a un espèce de ras-le-bol, on va dire, qui s'instaure au niveau des prisonniers, et ça va enclencher un certain nombre de mutineries. Ça commence à Toul, puis à Nancy, et en fait ça va émailler dans toute la France. Mais finalement, c'est les prisonniers eux-mêmes qui se mutinent. Ce qu'avait fait le GIP, c'est faire émerger une parole, mais c'est pas le GIP qui, en faisant émerger cette parole, provoque les mutineries. Un jour du café noir, et l'autre jour de la bouffe dégueulasse. Des cheveux, des poils, des cafards dans les aliments. Les tinettes ne sont vidées que tous les 2 jours. Comme c'est plein, on pisse contre le mur. Il y a une petite fenêtre, mais il est interdit de l'ouvrir. L'odeur est infecte. Finalement, il y a une sorte de parenthèse où cette parole a un petit peu émergé. Du coup, ça fait que c'est devenu un sujet politique au sens où les hommes et femmes politiques ont été obligés de s'en saisir. Et puis ça a été un sujet médiatique. Mais finalement, assez rapidement, après ce moment-là, les prisonniers ils retombent dans l'oubli. Et le principe même de la prison, c'est en tout cas ce que dit l'OIP, reste le même. Les prisonniers ils sont invisibilisés, ils sont maltraités. C'est tout ça que l'OIP notamment essaie encore de travailler comme question, défendre les droits élémentaires des prisonniers et en même temps dénoncer le fait que finalement c'est un système qui est complètement vicié et qui ne marche pas. Moi, c'est Vincent, je fais partie du comité de soutien de défense de Vincent Vecchi, qui s'est créé à cette occasion-là de l'arrestation manu militari de ce réfugié chez nous à Rochefort-en-Terre pour avoir manifesté en 2001 aux événements, au contre-sommet du G8 à Gênes en Italie. Il a été condamné pour avoir manifesté donc, lors de ce rassemblement avec 10 autres manifestants à 10 ans de prison en utilisant des lois, des textes législatifs italiens de dévastation et saccage, des textes des lois qui datent de l'ère de Mussolini et qui sont toujours d'usage et qui permettent donc d'incarcérer quelqu'un pendant des périodes délirantes juste pour avoir participé à une manifestation. Conosciute d'una brutta storia, maledetto il giorno di qualche tempo fa. Lui era lì con la sua rabbia in corpo, nonostante la sua giovane età. Je m'appelle Jean-Luc, également membre du comité de soutien Vincenzo Vecchi, qui est aussi
notre ami, puisqu'il habite depuis plus d'une dizaine d'années à Rochefort-en-Terre. Donc la dernière étape, après la cassation de Paris l'année dernière, la Cour de cassation n'a pas voulu juger directement. Elle a posé ce qu'on appelle une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne sur un élément essentiellement de droit. Ça n'a rien à voir avec la personne de Vincenzo, c'est sur la validité ou pas du MAE, le mandat d'arrêt européen. Et la Cour de justice de l'Union européenne a rendu cet avis le 14 juillet dernier en disant qu'il faut remettre Vincenzo Vecchi à l'Italie. Il n'y a rien qui empêche l'exécution de ce mandat d'arrêt européen. Or, comme l'a dit Vincent, les deux cours d'appel ont réfuté ce mandat. Nos avocats et le comité de soutien a pourtant développé de nombreux arguments pour dire que ce mandat d'arrêt n'est pas valable. Pourquoi ? Parce qu'il est basé sur une loi fasciste datant de Mussolini, qui de plus a été, il y a un autre élément qui entre en vigueur, c'est une notion qui n'existe pas dans le droit français, ça s'appelle le concours moral, qui a émergé dans les années 70 en Italie. Ce concours moral, c'est l'inverse du fondement du droit français, c'est-à-dire on est basé, au lieu d'être basé sur la présomption d'innocence, comme c'est le cas pour nous, on est basé sur la présomption de culpabilité. Et donc nous sommes très remontés, très déçus de ce jugement. Et nous espérons que les juges de la Cour de cassation montreront leur indépendance en se prononçant différemment de l'avis de la Cour de justice de l'Union européenne. Mais nous sommes très inquiets, nous avons besoin d'une mobilisation énorme parce que visiblement ce procès est politique depuis le début. Le 11 octobre, le juge nous donnera son rendu. Ce qu'on attend aujourd'hui, on communique là-dessus, pour ça qu'on est là, pour ça qu'on veut vous en parler, c'est du soutien, c'est de mobiliser des pouvoirs publics, mobiliser au niveau législatif, de tous les législateurs, au niveau des députés, au niveau des politiques, des associations, des mouvements citoyens, que se dire que ça nous paraît inacceptable. On a besoin de soutien, on a besoin d'aide, et pour ça, il y a un moyen assez simple, c'est d'aller sur notre comité de soutien pour Vincent Vecchi et de diffuser ce scandale pour que déjà ça se passe bien pour lui et que ça ne devienne pas quelque chose pour nous tous qui me paraît très dangereux. Bam 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 bam. Wir sehen da wie riesigen neben Mignonnes et la zone jaune et la l'assemblée. Si on est la guerre, les corps et les filles, j'aime si beau d'être là. Mais je vois la télé, on les étoiles qui place vide en a. Que chibim, chibim, chibam, chibam, chibim, bam 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 bam, chibim, chibim, chibam, chibam, chibim, bam 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 bam. Chibim, bam 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 bam.
Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il disait comment traduire de façon visuelle les musicalités de la langue. Ça, c'est intéressant. Parce que comment tu traduis les sonorités en images. Et ils ont fait comment? Bah, dans les films de... Ça t'a parlé? Si, parce qu'ils mettaient la montagne, par exemple, et ils parlaient de toutes les façons qu'il y avait de dire le mot cloche. Et du coup, tu imaginais que dans ces montagnes, il y avait des brebis, il y avait les enfants qui couraient et qu'ils communiquaient par les cloches. Au début, on avait de la difficulté à trouver des financements pour le film. Et c'est justement du fait que quand on présente un projet de film en disant on va faire un film sur la musicalité de la langue, les gens se disent en fait à quel moment il y a quelque chose de visuel. Et donc, ils mettaient ces images de nature en disant les différents mots pour les différents significats de cloche. Et la langue qui est influencée par le bruit du vent dans les arbres. Bah, comme l'argenton. Ils disaient que c'est leur manège parce que c'est les arbres qui font le vent et c'est pour ça que les gens parlent comme ça. Comme la mamie qui disait c'est une langue de cœur parce que c'est des langues, tu vois, qu'on les parle dans des endroits où on est avec les éléments. Ça. Et la fille qui faisait les gestes, bah elle, c'est très important qu'elle soit là. Puisque par elle, il y a aussi le silence. Vous trouvez pas qu'ils sont trop stylés les gens d'Ardennais? J'aime bien parce qu'il y a plein de styles différents. Ils sont trop stylés. Vraiment. Il y a trop de styles, trop de styles, trop de styles. Moi je pense que n'importe qui peut tomber amoureux ici en fait. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est varié quoi. Moi j'adore voir que les gens ils se sont dit ah je vais aller au festival de Douarnenez, je vais sortir et tout, qu'est-ce que je vais me mettre? Je vais mettre ça. Si quand tu veux m'y prendre, dans la cocotte tu finiras. Oh la belle de ma tondue, oh la belle de ma tu vas et te blabla, tes airs et tout te tralala. Et je lèverai mon verre là, oh la belle de ma. Et je lèverai mon verre là, oh la belle de Alors moi je suis Christian, je fais partie du collectif Et Garçons là, et du collectif aussi Thomas Boule. Et moi c'est Timothée et du coup je fais partie du même collectif Et Garçons. Et c'est par ce collectif là qu'on a été invité à la projection du film cet après-midi.
Bah t'es un homme, tu dois pas pleurer. Faut frapper les gars, faut frapper. T'es pas une gonzesse. Il existe un collectif qui s'appelle Thomas Boulou qui travaille particulièrement sur la responsabilité des garçons dans leur sexualité et en particulier sur la contraception testiculaire. J'ai eu l'envie de faire une journée publique avec comme thème principal, comme thème même la violence masculine, les violences masculines. Mais en tout cas, moi je trouve que ça aide d'y réfléchir à plusieurs, d'avoir un peu une vision commune et aussi de ressources théoriques pour en fait être plus à l'aise par exemple typiquement ignorer complètement un garçon où tu sens que dans son regard ou dans sa façon dans ses postures qui cherche ta solidarité ou quoi. Et ben je pense que d'être un peu outillé politiquement et dans la théorie ça facilite beaucoup les choses quoi. Pour moins se faire avoir ou rentrer dans ces biais-là quoi. Le sujet qui rapproche tous les mecs, c'est les femmes. Vous en parlez comment, des femmes? Et toi, tu crois pas au prince charmant? C'est quoi la vision du prince charmant en fait? Tu vois, est-ce qu'il est vraiment charmant? Et un des objectifs quand même, c'était que justement ça se fasse en mixité et que de toucher un peu des garçons et d'en parler aussi avec des garçons. Et que plutôt on avait l'impression que c'était des questions qui étaient hyper présentes dans des milieux féministes, plutôt en mixité choisie justement et sans garçons, et que nous on avait un peu envie de faire ça pour justement qu'il y ait un peu des paroles des personnes plutôt côté agresseur typiquement qui puissent réfléchir à ça quoi. Le sentiment que la violence des hommes est centrale, constitutive de la domination masculine, centrale sur la perpétuation de la violence de la domination masculine, et que c'est un outil. Donc c'est assez central de lutter contre. Si on a la prétention, l'intention ou le constat simplement que de ça, et si on veut lutter contre le patriarcat, pour faire schématique, il faut s'attaquer aux violences masculines. Moi, c'est plutôt en lien avec une prise de conscience féministe, en tout cas un apport des théories féministes et une politisation j'ai l'impression comme plein de sujets politiques en fait qui sont quand on commence à les aborder, à en discuter, à en prendre conscience. Moi, je pense que oui, ça a vraiment des effets sur nos façons d'être, nos relationnels avec les gens et c'est ça qui est intéressant dans le fait de politiser nos vies et tout, c'est moi personnellement j'ai l'impression que c'est la seule chose dans ma vie qui m'a permis de commencer à vraiment bouger sur mes postures et bouger un peu mes comportements qui étaient construits et qui m'allaient pas quoi. La bellona la li, bellona li la li, la bellona la li, bellona li la li, la bellona la li. Tu peux bellona la li, si quand tu veux m'y prendre, dans la cocotte tu finiras, pour la belle de ma tondue, pour la belle. Tu vas te blabla, tes airs et tout te tralala. Et je lèverai mon verre là, je lèverai mon verre là, pour la belle tombe. Bellona li la li la, bellona la li, bellona li la li la, bellona la li, bellona li la li la, bellona la li.
Bon, ben, il n'y a toujours pas de Kesako, donc on est obligé de glander sur les réseaux sociaux. Le Télégramme, 21 août 2022. Le surtourisme n'épargne aucune région française. Est-ce que moi je voulais savoir, est-ce que vous êtes en vacances ici Non. On va pas tout vous dire. Hein. Non, c'est vrai, parce que je fais une enquête sur le surtourisme. Et je cherche des surtouristes. Oui, c'est pas nous. Hein. Vous en avez pas vu? Non. D'accord, c'est pas. Je fais une petite enquête sur le surtourisme en Bretagne et je cherche des surtouristes. Est-ce que vous... C'est pas nous, les Quimpérois, on n'est pas des surtouristes. Bah oui, non, ça n'a rien à voir. On vient pour le festival, nous. Okay. Donc on n'est pas des surtouristes. Vous êtes en vacances ici? Oui. Parce qu'on est à la recherche, on fait une enquête sur le surtourisme et on cherche des surtouristes. Est-ce que vous en avez vu, vous? Non. Non. Non, on met 3 jours de congé dans l'année, donc on est venu en profiter un petit peu ici. Ouais. Vous vous appelez ça? Ouais, et du coup je suis à la recherche de surtouristes. Mais je ne sais pas à quoi ils ressemblent, et du coup je vous demande... On est ceux en surplus. On est probablement ceux en surplus parce qu'on n'habite pas ici. C'est vrai? Non, tout se gère, on dort dans les campings, ça se passe bien. Ouais. Mais je pense qu'on a de la chance parce qu'on est arrivé après le 15 août, là, enfin la semaine, et en fait il n'y a pas trop de monde. On a vu les gens partir le week-end dernier, bon, parce qu'on était là le vendredi, et on a vu le samedi, alors c'est peut-être le temps qui a fait ça, mais ça s'est retrouvé tout vide. Et après le dimanche, le lundi, on était tranquille. Donc nous, on n'a pas subi toutes les difficultés que représente le surtourisme. Ok. Voilà. Et au contraire, on a beaucoup aimé le coin et c'est très bien. On voudrait habiter ici plus tard. C'est vrai? Oui. D'accord. Vous avez une maison à vendre? Hein? Non. Ouais, non. Non, désolé. Moi, c'est dommage, on aurait bien aimé. Je vous laisse ma carte si jamais vous avez une maison à vendre. Le surtourisme, parce qu'on m'a dit qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient à Douarnenez. Ouais, j'ai l'impression, ouais. Et vous avez vu, vous, des surtouristes? Je crois pas, je sais pas ce que c'est. Bah, je sais ça, j'essaye de voir à quoi ils ressemblent. Ok. Et je me demandais, peut-être qu'ils ont des survêtements, du coup, les surtouristes. C'est pour ça que je me suis permis. C'est pas le cas. D'accord. Ok, bon bah merci. Merci à vous. Non, je sais pas. Non. Il y en a partout, peut-être place du festival, je sais pas. Ok, on va aller voir. Merci. Bon courage. Excusez-moi, est-ce que vous êtes en vacances dans le coin? Non, on est de la Haute-Savoie. Ah, vous êtes de la Haute-Savoie, ouais. Du coup vous êtes pas en vacances. D'accord. Voilà. Parce que je fais un petit sujet sur le tourisme et le surtourisme en Bretagne et je suis à la recherche de surtouristes. Est-ce que vous en avez vu, vous? Vous en avez vu, vous? Ben, je sais pas, je les cherche. Alors cherchez. Ouais. Parce que Ah d'accord. Parce que je fais une enquête sur on m'a parlé de surtourisme en Bretagne. Et du coup je cherche des surtouristes. Je sais pas si vous savez à quoi ça ressemble. Non. Est-ce que ça nous ressemble? Ben je sais pas, non. Enfin j'ai pas vraiment d'idée préconçue sur les... En tant que du coin, on voit qu'il y a beaucoup plus de monde qu'il pouvait y avoir il y a quelques années. Mais après la région le mérite et c'est vrai, mais c'est vrai que l'infrastructure n'est pas forcément développée au niveau des sentiers côtiers et tout ça, ils essayent de protéger quand même pas mal. Voilà. Après, je sais pas si c'est au niveau des tout ce qui est camping-car et tout ça qui s'est beaucoup développé. La région est propice à ça aussi, donc c'est peut-être un élément aussi qui fait qu'il y a beaucoup plus de monde alors qu'il n'y a pas forcément plus d'hôtels ou plus de gîtes ou plus de structures un peu traditionnelles. Voilà. Est-ce que vous trouvez qu'il y a plus de monde cette année? Attendez, là j'ai une rage dedans, mais sur ce sujet-là, je vous réponds. Ok. Parce que ça m'énerve. Ouais, je trouve que depuis la campagne de M. Cadic, l'ancien maire, qui avait payé très très cher l'affiche Douarnenez, ça a monté en flèche, ouais. Et ça ne cesse que de s'empirer. Moi, avant ça, je suis arrivé en 2012 à Douarnenez. J'ai vécu avant 2 ans à Concarneau. Donc quand je suis arrivé en 2012, j'ai trouvé ça chouette par rapport à Concarneau, où il y a les bus de touristes qui arrivent en automne et tout. Avant ça, j'habitais Saint-Malo, où là c'est encore pire. Et là, je trouve qu'on atteint le niveau de Concarneau. Voilà. Donc Madame Poitevin est contente avec ça, mais les habitants, je pense pas. Enfin, moi, je suis pas contre le tourisme, loin de là. Et puis après, quel tourisme? Le problème, c'est aussi Airbnb, où les gens qui sont en vacances dans un appartement Airbnb sont dans un autre rythme, mais les gens qui à côté font les postes
Voilà. Les hôtels et les campings, ce sont des lieux dédiés au tourisme. Et Airbnb, ça montait en flèche à Douarnenez, ce qui fait que ça pèse sur le logement des gens qui vivent ici. Ah, anglais? Oui. Ok. I'm looking for a surtourist. I'm a tourist, yes. But we are looking for surtourist. Un surtouriste. No, pardon, je ne comprends. Okay. It's my first time for 20 years. Okay. Much has changed. Yeah. What changed? It's now more, the quay is now more commercial, and the town is more catering for tourists now. Before, it was just a working port. Ouais, on nous a parlé de surtourisme et du coup on cherche des surtouristes. Est-ce que vous savez à quoi on reconnaît un surtouriste? Voilà, un gros sac de badaud peut-être. Ah, le sac à dos devant? Ouais. Ok. D'accord. Vous, ça va? Vous n'êtes pas en survacances? Non, ça va. On n'est pas venu avec beaucoup d'affaires déjà, donc ça va. Moi je suis originaire d'ici, monsieur est de Plougastel, mais il habite plus ici. D'accord. Voilà. Est-ce que je fais une enquête sur le tourisme à Douarnenez? On m'a dit qu'il y avait des questions de surtourisme. Est-ce que ça vous dit quelque chose, de surtourisme? Non, sincèrement non. Non? Sincèrement non. Vous n'avez pas vu de surtouristes? Non, j'ai pas vu ça. Enfin, si depuis qu'il y a eu le Covid et tout ça aussi, forcément, il y a eu plus de monde ici, quoi. Est-ce que vous auriez des solutions, peut-être si jamais il y a trop de monde, pour qu'il y ait un peu moins de monde? Moi je pense que ceux qui ont des maisons de vacances ici, déjà, qui l'utilisent, c'est vrai, hein, Paul? Ils utilisent ça, on va dire, 2 fois par an, de les vendre ou de les vendre pour que quelqu'un d'autre puisse les acheter. Et qu'il y a des gens qui cherchent des maisons et tout ça qui n'ont pas. Parce qu'il y a tellement de monde qui ont des maisons secondaires qu'ils utilisent très peu, en fait. Ouais. Ça, je trouve assez dur pour les gens locaux. Et moi, je me demandais si les algues vertes, ça pouvait pas être aussi un bon moyen de faire fuir les touristes, finalement. Oh, je pense pas. Non. Pour moi, non. Enfin, moi perso, hein. Après, je sais pas. Bon, c'est sûr que les algues vertes, c'est chiant. On rit là-bas. Il y a toujours eu, en fait. Depuis des années, il y a des algues vertes. Ouais. Donc, et les touristes restent quand même? Ah oui, ils restent quand même. Ouais. C'est pas faute de faire des efforts quand même pour qu'il y en ait des algues vertes? Je suis d'accord, il faudrait faire... ils ont déjà nettoyé plusieurs fois, hein, mais ça revient, je sais pas pourquoi. Les touristes ou les algues? Non, les algues vertes. Okay. Les touristes reviennent aussi, mais il y a les algues vertes aussi. Voilà. Vacances, vacances, rien à faire du tout. Je m'envoie en l'air, ça c'est super, folie légère. Vacances, j'oublie tout, plus rien à faire du tout. Je m'envoie en l'air, ça c'est super, folie légère, c'est fou. Pas besoin de penser, on ne peut pas résister. Restaurant, boîte de nuit, tout ce qu'on a envie. On peut manger à minuit et se coucher à midi. Plus de temps, plus d'horaire, les vacances c'est super. Allongé sur le sable, bercé par les vagues. Petit corps bronzé, dévêtu de moitié. À l'abri du soleil, sous ton chapeau de paille. Tu te fous des regards qui se posent sur toi. Je m'approche près d'elle, je souris et lui dis: qu'est-ce que vous faites ce soir? Rien de précis, elle me dit: petite boîte de nuit, soirée champée whisky. Ambiance folie toute la nuit. Oui, on s'en fout, c'est les vacances. Et en vacances, tout le monde s'en fout. Plus rien ne compte jusqu'en septembre que les vacances. Et puis c'est tout, la fusée Apollo. On s'en fout, les amours de Clo-Clo. On s'en fout, les victoires des Dimers. On s'en fout, les fesses de Polnareff. On s'en fout. Oui, on s'en
tout le monde s'en fout. Plus rien ne compte jusqu'en septembre, que les vacances, et puis c'est tout. Le beurre de Normandie, on s'en fout. Le tango à Paris, on s'en fout. La hausse du tabac, on s'en fout. Le mariage de Sheila, on s'en fout. Oui, on s'en fout, c'est les vacances. Et en vacances, tout le monde s'en fout. Plus rien ne compte jusqu'en septembre, que les vacances, et puis c'est tout. Les festivals de pop, on s'en fout. Verschuren à Saint-Trope, on s'en fout. Que gueule le patron, on s'en fout. Qu'on rentre sans un rond, on s'en fout. Oui, on s'en fout, c'est les vacances. Et en vacances, tout le monde s'en fout. Plus rien ne compte jusqu'en septembre, que les vacances, et puis c'est tout.